سلسلة لقاء مع الموجه. Il y a des raisons qui sont personnelles et parfois elles sont contextuelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'étais plutôt confiné dans la critique littéraire, dans la recherche universitaire, qui ne sert pas à grand-chose parfois. Regardez les résultats. Mais ne suivez pas mon regard, parce que nous allons être tous fléchés. J'étais confiné là-dedans, et puis à un moment donné, il y avait non pas le désir poétique réel, ou une volonté, parce qu'il n'y a pas pire que l'écrivain qui veut être écrivain, ou être poète. Non, la majorité des personnes qui sont vraiment dans le déchirement du langage ne peuvent l'être qu'à partir d'une lucidité vis-à-vis du langage et vis-à-vis d'eux-mêmes. J'ai jamais oublié, il y a quelques années, je vais revenir au contexte et à la raison personnelle, ne vous inquiétez pas. Un prof prend facilement des plis. J'étais à Grenoble il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, je crois. Il y avait le poète marocain Bennis, d'expression arabe, etc. Il y avait beaucoup de francophones autour de lui. À un moment donné, il était en colère. Il a dit, moi, en tant qu'écrivain national, poète national, je trouve qu'il n'y a pas de place à la francophonie marocaine. Le problème n'est pas là. Il peut dire tout ce qu'il veut dire. D'ailleurs, il s'est assagi maintenant, il est plus francophone que les autres. Il faut suivre, comme dit Montaigne, pour comprendre un homme, il faut le suivre longtemps à la trace. Et il a dit ça pourquoi? Parce qu'il y a parfois une sorte d'arrogance mythologique chez les gens pour se comporter comme les grands sauveurs, les grands libérateurs de la société, les grands monarques, les grands politiques, les grands poètes, les grands écrivains. Mince, il n'y a pas de grands écrivains, il n'y a pas de grands hommes. Il y a des hommes qui sont parfois dans des responsabilités ponctuelles. Et tout ce qui est important, c'est l'histoire d'échafaudage, ce que tu as appelé la perfectibilité. Et ça, c'est un héritage de Rousseau qui dit que l'homme est perfectible. Mais l'homme n'est pas tout à fait perfectible quand on voit toutes les sottises qu'on est en train de répéter depuis quelque temps. Mais ça c'est un autre sujet. Moi, je suis un optimiste tragique. Un optimiste tragique, c'est Albert Eco qui disait ça, à partir de Molière. Il dit, on m'annonce une bombe, mais je fais l'amour le soir. On vous annonce une bombe atomique, mais le soir, vous avez quand même envie de tirer un coup. Pardon pour l'expression. La poésie doit être et dans le texte, et parfois aussi dans la vie, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut, non pas simplement relativiser par humilité, par modestie, mais par lucidité. Et comme dit René Char, la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil, donc de la lumière. La lumière aveugle, le savoir est dur. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a la beauté, il y a la saveur des choses, des idées, d'un ensemble de choses qui nous travaillent, qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses. D'ailleurs, je dirais un mot à la fin sur le Maroc, que je critique, mais le Maroc, c'est quand même un pays incroyable. Il y a des choses magnifiques, mais en même temps, il y a la tyrannie du commun, dont je vais parler peut-être, je ne sais pas. Tu as dit l'essentiel. Alors, je reviens à qu'est-ce qui fait que j'étais confiné dans certaines choses, et je préfère cette marge, comme dit Khatibi, cette marge en éveil, que permet la poésie. Mais la poésie, non pas pour faire de la poésie, c'est pour voir est-ce que ma vie en dépend. Est-ce que votre vie dépend de ce que vous faites? C'est comme toutes les choses, les choix que nous faisons dans la vie. On se marie, on fait des enfants, on fait des tas de trucs. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, parfois, ça ne sert à rien. Mais lorsque votre vie en dépend, attention, on dépend, il y a quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, avoir un enfant c'est quelque chose. Aimer quelqu'un,
Moi, l'amour m'inquiète. C'est l'aimance qui m'intéresse, l'aimance. Parce que l'aimance, c'est une notion qui a été inventée par un grammairien psychanalyste au début du XXe siècle, extraordinaire, dans un livre des années 20-30, où il dit, c'est une notion qui a été reprise par Françoise Dolto, etc., par cette longue histoire. L'aimance est intéressante parce qu'elle est un dépouillement de relations. C'est à la fois l'attachement et le détachement, la proximité et l'éloignement. Il faut se libérer même de l'amour, je crois. C'est-à-dire, aimer quelqu'un, mais il faut quitter la domesticité de l'amour. Et il faut être dans un rapport de distance avec les choses. Je peux enseigner, par exemple. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir au sujet. Je peux entrer dans mon cours, comme ça, dans la salle. Je fais mon boulot, parce qu'il faut le faire, il faut transmettre, il faut travailler. Enfin, transmettre, c'est un peu prétentieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent... Moi, je crois à l'autodidacte. C'est lui qui s'épanouit par lui-même. Parfois, il y a des personnes qui vous encouragent, ça, c'est bien. Et quand j'entre dans le cours, je suis sérieux. Mais il faut que mon sérieux soit maintiné de légèreté. Sinon, c'est pas possible. Moi, pourquoi les politiques au Maroc m'ennuient de plus en plus? Même les gauchistes, les extrêmes, ils parlent, on a l'impression que c'est lui qui a libéré le Maroc, c'est lui qui soucie. Même, je ne vais pas citer certaines choses parce que j'ai envie de repartir chez moi tranquillement demain matin. Il y a des personnes qui sont guindées, fossilisées. Mon Dieu, non. J'ai vu l'autre jour Himish parler, mais j'ai envie de le réveiller. J'ai dit, va embrasser ta femme, achète des fleurs. Oui, ils sont fermés, ils sont guindés, fossilisés. Je ne parle pas des responsables politiques. Je vous ai averti que j'ai envie de rentrer chez moi. Donc, l'aimance, c'est quelque chose qui fait qu'on introduit dans l'existence la possibilité d'être dans une expérience, mais de s'en libérer. Mais attention, il ne faut pas détruire la maison dans laquelle on habite. Mais il faut savoir que tout est relatif et que rien n'est acquis à l'homme. Il y a une chanson un poème d'Aragon, rien n'est acquis à l'homme, etc. Il n'y a pas d'amour heureux, chanté par Brassens, je crois. Il y a des amours heureux, il ne faut pas exagérer non plus, mais bon, ça dépend des périodes et des compétences physiques. Et donc, il y a une raison qui fait que je me suis déplacé de la poésie, et à un moment donné, ce livre est arrivé. Il y a aussi des aphorismes, il y a un texte d'aphorisme, je crois qu'il n'est pas déposé là-bas. Mais tout ça, c'est l'ordre à partir de ce que Khatibi appelle la déchirure invisible. La déchirure invisible que nous possédons tous. Qui fait qu'à un moment donné, on va vers l'écriture, on va vers la pêche, on va vers la découverte des espaces, on va vers les montagnes. Ça va faire plaisir à M. Hassan. Grand randonneur devant l'éternel. Enfin, l'éternel qu'on n'a jamais vu. Mais il y a des gens qui l'ont vu, hein, paraît-il. C'est pour ça qu'ils deviennent radicaux. Je ne déroge pas, ça va. Moi, je crois à une dissidence heureuse dans la vie. La dissidence heureuse, pacifique. C'est-à-dire, il faut se révolter, mais il faut aimer aussi, etc., etc. Donc, il y a eu un glissement du parcours vers ce livre. Alors, ce livre, il vient d'où? Alors, il y a deux raisons. La raison contextuelle et la raison personnelle. La raison contextuelle, c'est que j'ai été contacté par l'historien marocain spécialiste d'Ibn Khaldoun, Jdadi. Il a fait une revue magnifique au départ, le magazine littéraire du Maroc, et puis ça s'est arrêté. Il a le relancer. Il m'a contacté, il m'a dit, Hassan, est-ce que tu veux faire des chroniques? J'ai dit, c'est l'occasion. J'ai toujours rêvé, mais c'est une discipline difficile. J'ai envoyé 2 chroniques. Le livre n'est pas encore relancé, le magazine n'est pas encore relancé. Dans le magazine littéraire français, quand vous lisez, il y a des choses qui sont médiatiques, journalistiques, il y a des textes. Et j'étais un peu chagriné par ça. La revue n'a pas vu le jour. La seconde vie de la revue n'a pas vu le jour. J'avais entre les bras 2 textes. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire?
Mais je continue pour moi-même. À partir de quoi? À partir, et ça c'est le deuxième élément, ça c'est le contexte, deuxième élément, c'est à partir d'une colère, d'un dépit, de quelque chose qui n'est jamais questionné et que j'entends, que j'observe autour de moi. Et c'est là où j'ai pensé à certains écrivains français sur comme Jacques Ellul à Bordeaux, enfin il est mort maintenant, mais c'est quelqu'un de formidable, comme Bernanos, je crois, qui a fait sur les stéréotypes, je ne sais plus comment s'appelle son livre, sur les choses communes qui durent, le rapport à l'argent. Surtout, il a fait une critique de la bourgeoisie française. Le rapport à l'argent, le rapport à la famille, le rapport à certaines valeurs comme ça qui sont dictées comme valeurs indépassables. Et puis autour de moi, et à partir de deux textes, le premier c'est sur comment peut-on être marocain. Le deuxième c'est les signes extérieurs de la croyance, de cette obsession, cette extension des signes. Par exemple, au Maroc, il y a eu un truc, les années 60-70, enfin, j'ai pas vécu, j'ai pas un siècle. Il y avait la religion comme foi, comme pratique de nos parents dans la vie courante. Mais il n'y a pas l'emprise de la chose sur la société. Maintenant, tout, partout, le Coran, les appels insistants, l'injonction. Vous allez chez un avocat, chez un médecin, il n'y a pas des phrases sur la médecine, sur la guérison, la thérapeutique. Non, il y a les sourates, dans un contexte où normalement il y a une rationalité. Il faut séparer les choses, on n'a pas séparé les choses. Les voitures, vous avez regardé les voitures. Des trucs incroyables. J'ai pas photographié, mais j'ai noté et j'ai fait ce deuxième texte. Et puis petit à petit, j'ai regardé autour de moi. J'ai commencé par l'université. Mon Dieu. L'université qui est normalement un bastion du savoir est devenue le lieu de la reproduction de la société. C'est-à-dire, la société a envahi l'université. Par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure à Kamal, il n'est plus là, il a fait son boulot, il est parti. Et Kamal, j'ai dit, il y a des choses qui changent. Au département de français, francophone, les gens, ils ont une double culture, ils ont vécu en France, ils n'ont jamais vécu en France, mais quand ils y étaient. Parce que moi, je suis pour l'acculturation, et l'apostrophe, l'acculturation, au sens positif, c'est-à-dire pas l'aliénation. L'acculturation, c'est comment les codes se rencontrent et s'influencent les uns les autres. Par exemple, les droits des femmes, les droits des enfants aujourd'hui. Personne ne va me dire, ah non, ça c'est occidental, c'est pas possible. C'est ce que Paul Ricoeur appelle les universaux régulateurs. C'est-à-dire une chose appartient à l'humanité, n'appartient pas à la France, ou la Révolution française n'appartient plus à la France, il appartient, c'est un héritage symbolique. Bref. Alors j'ai regardé autour de moi, et il y avait une colère, parce que j'ai une culture à partir de l'adolescence, à Innsgen, dans un petit patelin, je ne suis pas venu de la mission française, rien du tout. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est une tare. Non, ni d'un côté ni de l'autre. Il ne faut pas faire comme le PGD à un moment donné, qui disait que les Marocains issus de la mission française ne sont pas de vrais Marocains. C'est de la folie. C'est-à-dire c'est lui qui se considère comme vrai Marocain. Ça, c'est un problème. Lisez le livre, je ne vais pas vous accabler avec mes accablements. Il y a une difficulté pour gérer certaines choses, et je regarde autour de moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant. Au département de français, je reprends l'exemple, pendant le ramadan, je parle des années 86, 87, jusqu'à 72, 13, 14. Département, quand le ramadan tombe, la période des délibérations, alors là, on fume, il y a les cakes, il y a le café, je ramène les cakes, je ramène le café, personne ne dit rien. Ceux qui jeûnent, il y a des gens qui jeûnent, ils sont... maintenant, allez le faire. Moi, je bois pas, je fume pas, parce qu'il faut respecter quand même, mais je me demande comment je suis pris, mais il ne faut pas avoir peur d'une personne, d'un bipède. Enfin, sauf c'est l'armée. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, au bout de la croyance, il y a une mitrailleuse, une kalachnikov. C'est Taïb Sdiki qui l'a fait dans une pièce de théâtre.
Il a repris le texte de Khatibi, le prophète voilé. À la fin, il y a ce petit texte. Bref. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Alors que normalement, les savoirs doivent influencer les savoirs. Je suis francophone, ça veut dire que je me suis augmenté de quelque chose. Ou hispanophone, ou n'importe quoi. Il y a l'ipséité, comme on dit en philosophie, ou être soi-même, rien que soi-même, ça ne veut rien dire. Adonis disait souvent, un individu, c'est lui-même plus autre chose. D'où la montée du populisme dans le monde arabe, islamique, et en Europe aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'il faut retrouver quelque chose qui a été perdu, alors que toute chose ne peut que se transformer et mourir aussi. Il faut savoir accepter la mort des civilisations, accepter la mort, mais parce qu'il y a des choses. Il y a une phrase de Gramsci qui est magnifique, je ne me rappelle pas, dit il y a un désespoir aujourd'hui, Gramsci quand même, c'est un bon marxiste quand même, d'abord parce qu'il a été enfermé, ça lui donne une dignité intellectuelle. Il dit le grand désespoir, c'est que ce qui fut meurt, ce qui doit venir ne vient pas. Donc on est dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Comme dit Régis Debray, plus de modernité veut dire aussi plus d'archaïsme en même temps. Alors, j'ai remarqué autour de moi des choses aberrantes, et dans le livre, je donne plusieurs exemples. Alors parfois, je me suis amusé quand même. Il y a des textes un peu sérieux sur le patrimoine, sur la censure au Maroc, mais il y a des petites scénettes, par exemple, ce que j'ai appelé une histoire d'eau. Ça rappelle, il y a un film érotique qui s'appelle L'Histoire d'eau, qui est magnifique. Mais il n'y a pas d'érotisme là-dedans. C'est les ablutions. Comment les musulmans, les Marocains font les ablutions. C'est une catastrophe. Dans quel sens? L'idée de l'eau, c'est la purification. Mais quand vous voyez quelqu'un faire les ablutions, il n'y a qu'un là. Et c'est par hasard, il passe, c'est-à-dire il salit l'eau partout. Rappelez-vous les petites toilettes sur les routes nationales à un moment donné, impossible d'entrer, pas fronton, on glisse, etc. Ça continue dans les cafés, à la fac, partout, de l'eau partout. Et si par hasard, vous êtes croyant et pratiquant, c'est déjà à la mosquée, si le type passe devant vous, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il vient dégoulinant d'eau. Vous allez me dire, je suis critique polémique. Non, c'est une scène sociale, c'est un théâtre marocain. Et je ne parle pas de Marrakech, je parle pas de tout ce qu'on peut observer dans la société. Il y a des tas de choses extraordinaires. Le rapport au patrimoine, ce que j'appelle le syndrome du patrimoine. Je donne un autre exemple comme ça, juste pour vous dire, pour être un peu plus clair. Il y a le dernier texte que j'ai, d'où nous viennent les idées. Vous dites à quelqu'un, d'où nous viennent les idées? Ah, alors, il y a les idées marocaines, musulmanes, il y a les idées occidentales, mais non. Les anthropologues ont réglé le problème depuis longtemps. Toute chose vit dans son extension. Deux tribus qui sont voisines, qui se détestent, si une tribu a inventé la flèche pour la chasse, l'autre tribu ne va pas dire « Ah, c'est la flèche des autres ». Il va l'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'emprunt. Une valeur d'émancipation des femmes, des enfants, du travail, des droits, etc. D'où ça vient? Ça vient de plusieurs foyers de civilisation. Il y a un économiste d'origine hindoue qui est formidable, Armand Tassine, un ancien prix Nobel d'économie des années 90, qui a fait un truc superbe sur ce qu'il appelle ça le polycentrisme des civilisations. De la démocratie, c'est pas simplement la démocratie parlementaire, c'est aussi cette inspiration à la démocratie qui apparaît dans certaines structures traditionnelles. Berbères, en Afrique, en Asie, etc. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? D'où nous viennent les idées? Alors, j'ai développé. Pourquoi j'ai écrit ce texte? C'est à partir d'une conversation au département de français avec deux professeurs qui ont leur thèse d'État. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on obtient par les diplômes, c'est comment on a été travaillé par les choses. Soi-même, travailler par quelqu'un qui fréquente la poésie, qui enseigne la poésie pendant 20 ans, 30 ans, et qui la déteste, c'est pas possible. Mais c'est le cas. Alors ces deux enseignants, ils ont dit, c'est ce qu'on appelle le concordisme. C'est-à-dire
que toutes les expériences savantes, les découvertes savantes, sont déjà dans le Coran. Voilà. On appelle ça le concordisme. Ça existe. Le concordisme, c'est croire que tout est dans le Coran. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses sur le savoir. Mais il y a l'injonction au savoir. Il y a des métaphores sur la nécessité du savoir. Il y a comment on appelle ça? Il y a un mot qui ne me vient pas à l'esprit. Des représentations, des cosmogonies, voilà. Des cosmogonies, etc. Mais il n'y a pas la rationalité mathématique, etc., etc. Eux, ils ont dit non. Dit non. Tout est dedans. Même le numérique. Alors là, les bras m'ont tombé. Non, mais attention, il y a tout un mouvement dans le monde arabe, essentiellement financé par la Turquie, qui est florissant aux États-Unis. Il y a même une école qui a été fermée, je crois, à Beknes, parce qu'ils voulaient faire un enseignement à partir de ça. C'est-à-dire que tout est des... Et puis il y a Abdelaroui qui raconte dans Khawatir Sabah, c'est carnet en arabe, superbe, où il dit à un moment donné, au Maroc, il y avait cette hantise, cette obsession de l'impérialisme, du colonialisme symbolique, qu'il y avait un théologien marocain qui a dit à Hassan II, ce temps-là, on va revenir à nos médecins d'avant, à nos savants d'avant. On n'accepte pas parce que la science occidentale, elle est ethnocentrique. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, les plus fanatiques, à mon avis, c'est la gauche, par exemple marocaine, qui a pour moi trahi beaucoup de choses. Mais bon, ça, je ne suis pas là pour faire un procès. Je m'intéresse qu'au processus subjectif. Et pourquoi? Parce que dès qu'on leur dit des choses, et là je vais arriver à la colère, dès qu'on leur dit des choses, ah non, nous sommes musulmans, ça fait baraka. Mais non, il y a une sorte de culpabilité qui nous travaille au point que personne n'ose dire qu'elle est non-croyant, qu'il est agnostique, qu'il est athée. Athée, c'est un peu fort. Mais dire ce qu'il pense, dire voici comment je vois la religion, comment je l'ai vécu, quelle est la forme de ma croyance, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les textes, les grands textes de lumière du monde musulman ne sont pas enseignés dans les universités. Averroès, les autres, les mystiques ne sont pas enseignés. Quand je lis l'arabe, je tremble. Parce qu'il y a une beauté de pensée, c'est l'amour divin, l'amour de l'invisible. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas enseigné, parce que c'est considéré comme une sorte de déplacement de la vérité réelle. La vérité réelle est dans l'assujettissement, elle n'est pas dans l'amour. Quand vous lisez Thérèse d'Avila, etc., ou d'autres mystiques, parce que quand j'étais à Paris étudiant, j'allais écouter Michel de Certeau, qui est un jésuite, mais psychanalyste, historien, quelqu'un de magnifique. Il a fait un livre qui s'appelle La fable mystique. J'écoutais, mais on apprend toutes les expériences humaines. Alors, ça monte. Je trouve autour de moi de plus en plus, gentiment, parce que moi je ne suis pas... je peux fâcher, mais sans qu'on se fâche. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont reproché, mais reste dans la poésie. Pourquoi tu nous as écrit ça, etc. Parce qu'ils ne savent pas que ça, c'est une dissidence intérieure silencieuse. Et que, autour de moi, je vois des choses, mais d'une aberrante. Mais comme système d'embrigadement. Ça s'embrigade. Les enfants, la rue, la répétition, l'enthousiasme exagéré devant les mosquées, je ne sais pas, vous êtes avec quelqu'un, on arrête, un muslim. Oui, d'accord. Voilà, pourquoi tu arrêtes? Quand vous allez être opéré par un médecin, vous allez dire, il va arrêter son geste? Non, parce que là, il y va de votre vie. Alors aussi, il y va du reste, de la pensée. Donc, j'insiste sur ce côté religieux, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est des phénomènes dans la société par rapport à la censure, par rapport à la relation à la culture, les livres, par exemple. J'espère que je ne vais pas fâcher certaines personnes ici, j'espère qu'ils ne sont pas mon contre-exemple. Vous allez maintenant chez les universitaires, dans leur maison, d'ailleurs je les fréquente presque plus, parce que c'est misérable. Il y a un prof qui a vendu, il y a un texte, je parle de ça, ça s'appelle les bibliothèques invisibles, livres vides.
les bibliothèques, je ne sais plus, vite, c'est ça. Rappelez-moi parce que vous savez. Et il a pris sa retraite, il avait une vingtaine d'exemplaires de la Pléiade. Il les a vendus. Ça y est, c'est fini. Il les a vendus, parce qu'il m'a proposé, attention, je n'invente pas des contre-exemples pour apporter de l'eau à ma critique. Non. J'ai dit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai un peu réfléchi, j'ai essayé de réfléchir sur le rapport au savoir, le rapport au livre, qui est un rapport de violence. Il n'est pas un rapport de concomitance, d'accordement, de concordance. Ce n'est pas une médiation réelle. Par exemple, quand je promène à la plage, à Agadir, quand il y a la marée basse, c'est magnifique. Hein. C'est une belle plage, mais quand il y a la marée basse, et pas de footballeurs. Deux conditions. Je marche, mais je suis un vieux machin, j'ai une tradition grecque qu'on m'a pas donnée, que ma mère ne m'a pas donnée. Je lis en marchant. J'ai appris à le faire depuis l'âge de 14 ans, 15 ans. Parce qu'à Insgen, il y avait une forêt, dangereuse d'ailleurs. Combien de fois j'allais laisser une partie de mon corps. Parce qu'ils te prennent une partie, ils te laissent partir avec l'autre. Il y avait les années 60-70, il y avait des périodes et des endroits qui étaient dangereux. Bref, c'est pas ça qui est important. J'y allais, alors j'apprenais Baudelaire, Verlaine, etc. En marchant. Alors j'ai gardé cette habitude, mais pas avec les gros livres, bien sûr. À la plage, on ne peut pas prendre Proust, c'est pas possible. Il y a des petits livres qui marchent, enfin, qui marchent avec la marche. Et mon malheur, c'est de rencontrer, même les universitaires, quelqu'un qui me dit « Barké Masaliti al-Qur'an, t'as pas encore fini tes études. Au Barakam al-Qur'an, je note des tas de choses. J'aurais aimé faire un truc de mythologie à la Barthes, mais j'ai pas le talent de Barthes, il faut l'admettre, parce que lui, il a travaillé sur le beefsteak, sur le catch, sur la Citroën, il a trouvé des choses. Sur le vin, sur l'écrivain en vacances. Il a observé la société de façon extraordinaire. Au Maroc, il y a trois Marocains qui ont fait des petites choses comme ça, mais c'est un peu le style de Facebook et tout ça, je sais pas ça. Il y a une dame qui vient de faire ça. Il y a comment il s'appelle? Il y a Dalil, c'est un romancier marocain, hein, Rida Dalil. Il a fait un petit truc, mais c'est bien, mais non, bon, ouais. C'est de faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que, d'abord, j'étais dans un style, et puis à un moment donné, j'ai dit pourquoi tout ça? Et j'ai épuré le texte, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de polémique. Le texte, il était dans les arbres pendant 3 ans, jusqu'à ce que le fruit tombe de lui-même. Mais j'espère qu'il n'est pas pourri. Et je me suis dit, pourquoi tout ça? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et finalement, oui. Mais de façon sérieuse, parce qu'il y a une responsabilité de sens. Je ne peux pas dire n'importe quoi. L'observation, certaines choses, noter, et ainsi de suite, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Il y a des moments qui peuvent être arbitraires dans la manière d'interpréter certaines choses. Mais il y a une cohérence qu'on peut accepter, on peut accepter. Alors, je me suis dit, j'avais besoin de faire un texte comme ça, de faire un texte, comment dire, on le disait avant, purgatif, une sorte de purgation, de catharsis. Et en même temps parce que, même si dans la vie je suis, je crois, comment dire, toi qui as été pendant longtemps, toi qui as observé l'observateur, ou Hassana qui était étudiante à Agadir, il faut rester dans la courtoisie, il faut dire bonjour à son adversaire, bien sûr, même lorsqu'il ne répond pas, mais à un moment donné, il y avait ce que j'appelle dans le livre une passion négative. J'avais envie d'en découdre, de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça? Parce qu'on n'en parle pas. On en parle si, on en parle soi-même. Et
il y a quelque chose dont j'avais besoin, parce que, on ne le dit pas, la preuve, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas rencontrer, mais bon, comme dit Jules Renard, il y a des gens qui vous font perdre une journée en 5 minutes. 5 minutes. Il faut boire du thé, du whisky peut-être, pour avaler tout ça, je sais pas quoi. Il faut travailler. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un mois, quand le livre est sorti, tu vas avoir des ennuis. Je dis, avec qui? Les ennuis. Tout ça se dit, tout ça est clair. Mais non, avec l'université. L'imposture. Ah oui, c'est dans l'imposture. Il y a un petit texte sur l'imposture, c'est extraordinaire. L'imposture, là, je vais fâcher beaucoup de gens, mais ça ne fait rien, parce qu'il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas à l'université. Beaucoup de thèses d'État sont soutenues aujourd'hui, comme quoi? Comme plat réchauffé. Quelqu'un qui fait une thèse de 3e cycle, il prend la thèse de 3e cycle et refait la saisie. S'il est un peu courageux et travailleur et besogneux, il va rajouter un chapitre à la fin. La même chose. Moi-même, j'étais tellement scandalisé parce que j'ai passé 12 ans à faire ma thèse, il y a des gens qui l'ont fait en 2 ans. J'ai dit, c'est pas possible. Ce sont des génies locaux, régionaux. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris la première thèse, j'ai pris la thèse d'État, la même chose. Modernisé, bien sûr, c'est-à-dire les titres et tout ça. Et pendant une soutenance de thèse, on a découvert le pot aux roses dans certaines facultés au Maroc. Tétouan, par exemple. Pourquoi? Parce que le candidat a eu la malchance d'avoir, comme membre dans le jury, quelqu'un qui faisait partie de notre jury qui a remarqué le pot aux roses. Alors, j'ai dit, j'ai pas fait de délation parce que je ne peux pas faire ça. Si quelqu'un arrive à tricher, à ruser avec la société, ben c'est la faute aussi à la société qui a accepté ça. Parce que justement, on l'accepte. C'est ce que j'ai appelé avec Fatima tout à l'heure, la théorie de Tadrift. La théorie de Tadrift. Il faut la théorie pour que ça soit un peu... Tadrift, c'est-à-dire 12. Vous allez vous laisser opérer par un mauvais médecin? Non, vous cherchez les compétences. Alors pourquoi on ne cherche pas les compétences ailleurs? Alors 12, c'est-à-dire, comme je dis aujourd'hui, c'est terrible, en tout cas à Gadir, vous donnez 2 sur 20. C'est-à-dire vraiment, il n'y a rien. Il y a même quelqu'un qui a donné une page blanche, il a réclamé à regarder sa copie, à voir sa copie. Pourquoi? Non, ils sont malins. Parce qu'ils comptent sur quelque chose du côté du prof, ou alors peut-être le prof n'a pas fait attention, ou peut-être la copie a été égarée, donc il y a toujours... J'appelle ça dans le livre, je crois, le double bénéfice pratique. Ce que je vais appeler plus tard la transvérité. La transvérité, c'est de passer d'une chose à l'autre tout en croyant aux 2 choses. En croyant aux 2 choses. On dit les Marocains sont schizophrènes. Les Marocains ne sont pas schizophrènes. Ils sont malins. C'est-à-dire, ils veulent l'argent et le beurre, et l'argent du beurre. C'est-à-dire les 2 choses en même temps. Il peut te dire, il t'adore ce matin. Il rencontre quelqu'un, il dit, c'est un salopard. Pourquoi? Parce que, attention, ce sont 2 sincérités différentes. Il est dans la complicité, chaque fois avec le contexte, il ne se contredit pas. Alors il y a Jacques Ellul qui dit, il appelle ça formidablement, d'une belle expression, les sincérités successives. C'est-à-dire, ça continue. Il n'y a pas la contradiction. La contradiction, il est magnifique, parce que la contradiction, il te permet de dire pourquoi j'avais dit ça. Est-ce que je n'ai pas été arbitraire? Est-ce que je n'ai pas été injuste? On travaille sur soi. Mais non, ça c'est extraordinaire. Dans les livres, j'appelle ça le nihilisme jubilatoire. Le nihilisme jubilatoire. On peut te casser. Il y a quelqu'un qui m'a rendu des journées difficiles. Quand mon livre, La fable de Lémence a été publié par l'Harmattan, il n'a pas été bien corrigé. Quand on met obsite, il faut mettre point, virgule. J'ai fait. Quand il a pris le livre, oh, t'as pas mis le point, t'as pas mis le virgule. Il a été scandalisé, il n'a pas regardé le texte, il n'a pas lu. Mais il a été en colère. Pourquoi? Parce qu'on est dans une destruction extraordinaire. D'où le fait que l'admiration de l'autre est rare.
L'admiration de l'autre est rare. La célébration des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose bien, il faut dire que c'est bien. À Agadir, il y a des balayeurs qui font un travail dingue. Parfois, je m'arrête pour leur dire bravo, parce que c'est tellement... Bref. Ou à la maison. Est-ce que vous arrivez de dire à la personne qui a la chance ou le risque de partager votre vie, de lui dire c'est magnifique, de faire sortir les mots positifs. Je ne suis pas pour le positivisme à l'américaine, c'est-à-dire être positif, le New Age, machin, non, tout ça, il y a trop pris sur la marchandise. Mais faire sortir l'appréciation. Donc il y a parfois des sincérités successives qui font qu'on peut passer d'un état à l'autre parce qu'il y a des argumentations séparées. Alors tout ça, et autre chose, font que, au fur et à mesure que la chose se fait, au point qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que je n'ai pas poussé le bouchon un peu trop loin? Est-ce que le Maroc, c'est ça? Bien sûr, le Maroc, c'est pas ça, il y a autre chose. Alors, en discutant avec ma femme, il a senti que je commence à me culpabiliser moi-même. Il en a profité pour me dire, Hassan, fais un livre positif sur le Maroc, un deuxième. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Parce que c'est autre chose. J'espère que quelqu'un va le faire. Parce que le Maroc, il y a des trucs extraordinaires. Il y a des trucs extraordinaires qui sont pas forcément belles, parce que nous sommes dans une destruction de la société quand même, avec l'urbanisme, avec beaucoup de choses. Quand j'étais à la foire du livre il y a 2 semaines, la foire, des livres, beaucoup de badauds, c'est ça, des badauds, de bateaux stars. Ils ont interdit les haut-parleurs, mais ça continue parce que les gens ont la même puissance parfois, localement. Mais lorsque vous placez votre voiture dans le parking réservé, le parking, il faut le voir, c'est coûteux, etc. Il y a une mafia. Une mafia, vous payez votre place, mais il y a d'autres qui viennent et s'arrêtent devant votre voiture. Il faut donner une pièce pour vous en débarrasser. Je me suis emporté bêtement parce qu'ils sont tellement costauds. Moi qui suis confiné dans les bibliothèques, je me suis dit, pourquoi on célèbre le livre à côté, autour du livre, c'est sale, c'est dégueulasse. Pourquoi il n'y a pas une conception cohérente? Pourquoi il n'y a pas le goût des choses? Le goût. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut apprendre, c'est le goût des couleurs, le goût des choses, le goût des femmes, bien sûr, le goût de la lecture, le goût de tout ça, la beauté des choses, ou alors l'apprentissage de la beauté, parce que les choses viennent, je dis ça samedi dernier à mes étudiants, je les plains, parce que, un peu, mais ça va, ils entendent des choses. Quand je passe certaines choses, je dis, mais il y a toujours le troisième œil et la troisième oreille. On ne voit pas avec ses yeux, on voit avec le troisième œil pour voir la peinture. Mais ça c'est quoi? C'est le résultat d'un travail. Il y a une sous-culture qui commence à régner comme possibilité générale et collective. Vous n'entendez que ça. Seulement la société marocaine, par exemple, est quelque chose qui est comment dirais-je, qui est dans cette violence, mais en même temps, c'est un ordinaire intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des phénomènes qui méritent d'être, comment dirais-je, d'être à la fois l'objet d'un dépit, d'une colère, mais en même temps de voir, en dehors de cette impatience, et parfois même d'une souffrance. Là, je souris avec vous, mais en réalité, il y a des moments très difficiles. Il y a une souffrance sociale. J'appelle ça dans le livre le chagrin sociologique. Parce que vous voyez des choses qui n'étaient pas possibles. J'habite un quartier presque cossu où il y a des gens qui ont de l'argent, mais devant leur maison, c'est terrible. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre chez moi, je souffre. Pourquoi? Parce que je vois d'abord la laideur. Alors que dans certains villages, parfois, c'est extraordinaire, c'est nickel, parce que peut-être pas assez d'objets non dégradables, etc. Bon. Bref, il y a une souffrance parce que, tout simplement, et c'est là où les choses sont plus sérieuses pour moi,
en dehors des petites observations, c'est que dans la société, on confond l'opinion personnelle et la vérité. L'opinion personnelle, c'est ce que je peux dire d'une chose, mais ce n'est pas la vérité, parce que la vérité, il est lié à l'argumentation, il est infini, il est presque parfois impossible, etc. etc. Donc, en mettant, si je dis ça dans le livre, ça ne vient pas de la bouche d'une belle âme, je me considère comme une belle âme, non, non. C'est que, ou d'un moraliste, c'est que tout simplement, il y a quelque chose qui fait qu'on rêve d'autre chose. Et quand je dis rêver, c'est rêver concrètement. Avoir une meilleure éducation. Par exemple, cette année, depuis un an et demi, notre fac à Agadir est devenu d'une propreté extraordinaire. Les salles sont nickel, parce qu'il y a un doyen qui a fait ça. Je suis allé le voir, je lui ai dit, j'ai envie d'embrasser ta tête. Enfin, je ne l'ai pas fait, parce qu'il est pas... Si c'était une doyenne, d'accord. Il ne faut pas se tromper de sexe. Ni de courtoisie. Mais je lui ai dit, je lui ai manifesté ça. Il a été content parce qu'il a fait un travail. J'étais heureux. Les salles sont propres, alors qu'on a écrit des textes, j'avais fait des articles sur les... etc. Tout le monde dit, mais il veut quoi celui-là? Il veut faire des jardins de la fac, les jardins d'Éden. Ou déjà, non, on a droit. On a droit à ceci. Je ne sais pas comment ça se passe à Marrakech, parce que je suis arrivé tout à l'heure, je repars demain, donc j'aurai pas l'occasion. Enfin, bref, il y a quelque chose qui fait que tout ce travail est une façon de vouloir cristalliser des crises. Non pas pour cracher du fiel sur la tête des gens, sur le visage des gens, non, c'est semblable, mais de dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment parler aux gens? Parce que j'ai l'air un peu optimiste, tragique, mais il y a des choses qu'on a travaillées au Maroc. Attention, je n'invente rien. Le premier, c'est Paul Pascan, quand il a travaillé sur la pluralité des codes chez les ingénieurs marocains, chez les intellectuels marocains. C'est-à-dire, un Marocain est capable, le matin, d'être rationaliste, et le soir, il met une amulette dans sa poche. L'amulette, pourquoi? Parce que ça me vient dire, ça va te protéger. C'est prophylactique, c'est ça. C'est un signe prophylactique, ça protège. Et on y croit. Moi, quand je suis marié avec Shadia, parce que je n'ai pas envie de dire ma femme, non, Shadia, c'est une personne, c'est pas une possession. Ma mère m'a dit, je sais que tu es bizarre et tout ça, mais mets ça dans ta poche. Je l'ai prise. Je l'ai mise dans la poche, je suis allé dans ma chambre, j'ai laissé de côté, parce que là, je suis un dur à cuire, à l'âge de 24 ans, 22 ans. Ça a commencé très tôt, tard. Donc, il y a quelque chose qui fait que il faut parler de ça. Non pas pour le contester, mais non, pour l'analyser. Contester, moi je conteste. Mais analyser comme a fait Pascan, comme a fait Al-Arwi dans Khawatir Sabah, comme a fait Khatibi à sa manière. Mais Khatibi a une autre façon de travailler. C'est lui qui a dit « J'aime le Maroc, mais d'un amour critique ». C'est-à-dire qu'il y a une relation de proximité. En même temps, il y a des choses qui nous offusquent. Et les gens le disent. Il y a des personnes qui le font dans des tas de textes, dans des romans. Il y a un roman en arabe qui est superbe, qui s'appelle Al-Maghariba. Elle m'a dit il parle un peu de toutes les contradictions, le rapport avec le pouvoir depuis plusieurs siècles, je pense. J'ai lu une partie, j'ai pas fini, enfin j'ai pas continué, mais elle est bien. Donc parfois, on oublie que nous sommes très relatifs par rapport aux croyances et par rapport à certains dogmes. Il y a ce que certains appellent l'arbitraire anthropologique. Pourquoi je dois me considérer comme musulman, comme le peuple élu? Et les Chinois sont moins que rien, ou je ne sais pas qui. Non. L'arbitraire anthropologique, je suis né ici, je peux être né ailleurs, etc. Bien sûr, je défends ce que je suis, mais pas contre les autres. Les autres, au contraire, il faut arriver aux autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes que des naissances. Pour ça, je suis un peu en colère dans ce livre. Nous ne sommes que des naissances, des présents, des accidents, des héritiers inconscients et involontaires.
On peut être né bouddhiste, je ne sais quoi, mais on est né ici. Alors, quand on relativise les choses, quand les gens ont reçu une éducation, parce que il y a un écrivain français qui parlait de la trahison des clercs. Il y a une trahison des clercs. Ce sont ceux qui sont arrivés à des choses qui trahissent la société. Julien Betta, qui trahissent. J'arrive au savoir, mais à un moment donné, je l'abandonne. J'utilise l'archaïsme qu'on m'a donné dans le biberon ou dans la société. Donc parfois, on peut parler de tout ça. Tout le monde fait des discours extraordinaires sur la modernité, sur les droits, etc., etc. Tout le monde fait l'éloge de la tolérance. Il faut se méfier de ces gens-là. Parce qu'au tournant, ils sont terribles. Alors, les gens tiennent un discours progressiste. En France, à un moment donné, on disait un communiste ne prête jamais sa voiture. Parce que, bon. Pourtant. Donc, on oublie ça. On oublie tout le parcours, on oublie tout le savoir pour se prendre comme des événements. Soi-même comme des éléments capitaux, indispensables à la marche du monde. C'est Sioran qui disait ça quelque part. Les gens se prennent pour le centre du monde, et ainsi de suite. Non, on n'est pas le centre du monde. Il y a un polycentrisme. Mais seulement, l'histoire se répète de façon comme tragicomique, comme l'a bien prédit Karl Marx, qui reste un philosophe de la politique. Je ne parle pas du communisme, philosophe politique important. Aujourd'hui, quand on voit Trump, quand on voit dans le monde arabe, quand on voit Bouteflika, quand on voit ça, on dit, mais c'est quoi ça? Bien sûr, ça se comprend. Il y a des systèmes derrière. Mais on dit, est-ce que nous méritons ça? Par exemple, dans l'éducation, les manuels, on a modifié les manuels au Maroc, mais on n'a pas, quand on relit, on trouve qu'on n'a pas touché à beaucoup de choses, parce qu'on a peur de toucher les choses. Comme je dis souvent, les Marocains, ils ont peur d'être orphelins de notre société. D'être orphelin. Parce qu'être orphelin, c'est être capable d'assumer sa solitude, sa distance. On veut toujours rester avec l'autre, ne pas le perdre. Comme le disait ma mère, la main que tu ne peux pas couper, il faut l'embrasser. J'avais pas suivi ça, son truc. Mais j'ai jamais coupé de main. Ou alors je me rappelle pas, comme dit Brel dans les chansons. J'ai jamais mangé de chat. Ou alors je me rappelle pas. Donc ça vous dit quelque chose peut-être. Alors, donc il y a un double discours. Et ce qui m'intéresse, c'est ces décalages. Ces décalages mais dans des situations particulières. Par exemple, je vais chez mon boucher, un très bon boucher, à Agadir, marché central. Il met le Coran. J'ai dit, écoute, tu ne respectes pas le Coran. Tu le mets comme musique de fin. J'ai trouvé ça même, comme astuce. Dire que les gens sont obnubilés par un type d'environnement. Maintenant, j'ai une chance terrible. Quand j'arrive, il éteint. Non, il faut lutter. Qui m'a parlé de la lutte politique tout à l'heure, il avait raison. La lutte poétique, pas politique. La lutte poétique, c'est-à-dire aimer des formes, aimer des êtres, aimer des choses. Donc, finalement, comme je dis tout à fait au départ, c'est un texte purgatif, c'est-à-dire sortir un peu de certaines choses